m'entendez bien? Oui. Eh ben c'est parti. Donc on va effectivement là parler également d'équilibre pour ce qui concerne la filière lait bio. Donc je me concentre, étant donné le temps qui m'est imparti, essentiellement sur le lait de vache, en sachant que sur les filières petits ruminants, c'est à plus petite échelle, mais on peut avoir un peu les mêmes effets, même si ça se structure pas tout à fait pareil. Donc tu peux passer sur directement, je pense même. Donc lait biologique, après le changement d'échelle, la filière face au défi de la valeur. Donc c'est vrai que personne n'ignore ici que la filière lait bio a beaucoup évolué ces dernières années. Il y aura une diapo juste après qui le montrera. Mais je vais ici parler de trois types d'équilibre en gros. Donc un équilibre d'ordre pluriannuel ou interannuel, qui est lié justement à l'évolution de l'offre par à-coup. Puisque Jean-François vient de dire que la production en viande, des fois, elle dépasse, sa croissance dépasse celle de la consommation, et c'est aussi le cas en filière lait bio. Ensuite, qui n'est pas complètement décorrélé de la première, pas complètement indépendant, mais il y a une notion d'équilibre à l'intérieur même d'une année, de l'intra ou infra-annuel, qui est lié à la saisonnalité. Et puis donc le troisième problème pour la filière, c'est l'équilibre produit, donc avec un mix produit qui est encore déséquilibré. Donc on peut passer directement pour la diapo suivante, une vision donc de la filière lait bio aujourd'hui, en bovin lait, donc une décennie de changement d'échelle, c'est-à-dire que par rapport à l'année 2010 où on était à un peu plus de 200 millions de litres et 1% du lait livré en France, on se situe aujourd'hui à un peu plus du milliard de litres. Donc en fait on était à 976 millions de litres exactement, d'après l'enquête mensuelle laitière sur l'année 2019, et on devrait être encore 100 000 litres au-dessus en 2020. Donc on sera à 1,07, 1070 millions de litres si vous voulez, donc 1,07 milliard de litres. Donc c'est une filière qui a doublé par rapport à 2013 et qui a quadruplé par rapport à 2009. Et donc aujourd'hui, c'est 3600 livreurs, soit un peu moins de 8% des livreurs de lait en France. Donc un poids qui était de 3% avec, en gros, on a gagné 1600 livreurs par rapport à 2013. Et le poids, il a plus que doublé, puisque en fait, en filière conventionnelle, la restructuration continue, donc avec une baisse du nombre de livreurs, alors qu'en bio, le nombre de livreurs augmente encore. Donc ces vagues de conversion, elles ne sont pas sans impact, hein. Si on prend l'année 2018, on voit un plus 35%, c'est plus 200 millions de litres qui ont été accueillis par la filière cette année-là. Donc ça correspond finalement plus ou moins à ce que à la dimension de la filière une dizaine d'années auparavant. Et donc en 2019 et 2020, on sera de 2 années consécutives encore à plus de 100 millions de litres de croissance d'une année sur l'autre. Donc ça ne va pas sans bouleverser la filière. Donc je vais j'y reviendrai un petit peu après sur les stratégies employées par les opérateurs, mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'on a une évolution quand on est à plus 35%, voire même à plus 15% sur 2019 de croissance d'une année sur l'autre. On est sur des croissances qui sont supérieures à celles que connaît la consommation, qui elle est plutôt de l'ordre entre 10 et 20% selon les catégories de produits. Donc je vais te demander du coup Aurélie de passer la diapo suivante. Donc la diapo suivante traite donc je parlais d'un problème d'équilibre intra-annuel, lié à la saisonnalité. Et donc en fait cette saisonnalité, on la remarque d'une part au niveau de la répartition de la collecte sur l'année. Donc si on prend là la répartition de la collecte par trimestre, on voit qu'il y a quelques années d'écart, 2015 ou 2019, les volumes ont changé, hein. On a quasiment doublé quand même. On était un peu plus de 500 millions de litres en 2015, on n'était pas encore au milliard en 2019. Mais dans les deux cas, on a 28% de la collecte qui se fait sur le deuxième trimestre, donc d'avril à juin. Et à l'inverse, on tombe en dessous des 24% sur le troisième trimestre. Et donc c'est une courbe qui est un peu plus marquée que la courbe pour le lait conventionnel. Alors cette courbe, elle se retrouve également en termes de prix payés aux producteurs, puisque en fait on voit une saisonnalité très marquée du prix payé aux producteurs, et qui correspond en fait au deuxième trimestre. On est sur les prix bas
Et au troisième trimestre, on est plutôt sur les prix les plus hauts. Donc là, pour illustrer, j'ai pris donc en 2019, on était à 408 euros des 1000 litres. Donc ça devait être alors, est-ce que c'était le prix de base? J'ai peut-être écrit base, oui, et je vous repréciserai ça après. Mais on était à 408 euros en avril et 80 euros au-dessus en septembre. Donc on est tout le temps sur une amplitude de cet ordre-là. Et donc c'est bien des grilles de paiement du lait qui sont qui visent à réduire finalement cette saisonnalité que connaît la filière. Mais pour l'instant, le mode de production bio se basant au maximum sur l'herbe, eh ben, on reste sur un lait qui est produit plutôt bah, plutôt au second trimestre. Et donc là encore, ça bouscule un peu les équilibres de la filière, notamment sur les printemps qui suivent les vagues de conversion comme on a connu ces dernières années. Donc je vais revenir après sur la stratégie des opérateurs pour ça. Donc là, c'était juste pour éclaircir le problème. Et donc je vais te demander de passer à la diapo suivante. Et donc sur la diapo suivante, il est question de l'équilibre produit. Donc autre souci d'équilibre, déséquilibre avec lequel joue la filière. Donc en fait, le mix produit, c'est-à-dire les valorisations du lait collecté en bio, n'est pas le même que celui en conventionnel. Et donc si on prend le graphique donc à gauche, là, celui qui est sur fond gris, on voit que la part du lait liquide, par exemple, donc tout en bas, en lait bio, en fait, on est à un quart de la matière laitière collectée. Donc par matière laitière, on s'intéresse ici essentiellement à la matière grasse et à la matière protéique. Mais on a un quart du lait collecté finalement qui est valorisé en lait liquide, alors que cette part elle est inférieure à 10% sur l'ensemble du lait collecté en France. Et inversement, les fromages qui représentent finalement 1 litre sur 3 collectés en France, tout type de lait confondu, est valorisé en fromage, et en bio, on n'est même pas à 10%. Donc, par ailleurs, on voit que sur le beurre, on est sur un poids relativement fort en bio. Alors, le beurre qui absorbe, lui, essentiellement la matière grasse, hein, ça veut dire que pour être à 20%, là, il absorbe très peu de matière protéique, peut-être 1% à peine, et plutôt 40% oui, de la matière grasse collectée. L'autre élément qui doit vous interpeller, c'est cette question du 22%, donc qu'on voit tout en haut, là, donc qualifié sous le terme de autre destination. Donc, autre destination, c'est que ça ne correspond pas que à du déclassement. Il ne faut pas prendre ce chiffre au pied de la lettre, comme si 1 litre sur 5 collecté en bio était perdu pour la filière, puisqu'on voit déjà que tout lait confondu, ça existe aussi. Il y a des produits qu'on n'arrive pas à suivre. Et donc, l'enquête mensuelle laitière manque peut-être de certains produits qui ne sont pas suivis. Mais il y a quand même une certitude, c'est qu'en bio, effectivement, on ne valorise pas tout le lait. Quand on prend les 200 millions supplémentaires, par exemple, de litres, pour reprendre l'année 2018, il y a des soucis de développement du marché qui se font pas tout à fait au même rythme. Et donc, il y a du lait qui peut rebasculer vers le conventionnel, et notamment sur la période printanière, donc par rapport à la diapo qui suivait sur l'aspect saisonnalité. Donc on joue avec des périodes d'excédent de lait au printemps qui conduisent à du déclassement. Par ailleurs, pour éclaircir un peu cette notion de déclassement quand même, et ne pas rester sur ce 22%, sur la droite, vous trouvez donc des travaux de l'Observatoire de la formation du prix et des marges qui montrent en fait que le mix produit tel qu'il est là, donc sur la gauche, finalement on s'intéresse à la MSU dans son ensemble, matière grasse et matière protéique. Mais si on avait distingué l'utilisation de la matière grasse et l'utilisation de la matière protéique, en fait, on remarque que sur l'année 2016-2017, par exemple, pour la matière grasse, on était à ce qu'on appelle les entrées ici, donc ça correspond finalement à la collecte nationale, donc, et les sorties, c'est ce qui est fabriqué dans les usines en France. Et on avait finalement plus de sorties que d'entrées, donc probablement un recours aux importations de lait ou de crème, peut-être plutôt de crème pour perdre moins de matière, on va dire. Mais à partir de 2018, quand il y a eu cet accueil de volume conséquent d'une année sur l'autre, on voit qu'on était tombé à seulement 91% de la matière grasse valorisée, qu'on retrouvait en tout cas dans les produits de l'enquête mensuelle laitière. Et dès 2019, le taux est légèrement remonté, mais on est allé à 93% à peine, donc on pourrait dire qu'il y a peut-être 7% de déclassement, en tout cas sur la matière grasse.
Alors que sur la matière protéique, on voit que on est passé, même sur 2016-2017, des années où finalement on manquait de lait, hein, tout le monde s'accordait à dire dans la filière bio qu'on manquait de lait, et on ne valorisait pas toute la protéine en bio. Alors, quand il y a un marché comme le beurre qui est très attractif, la matière protéique n'est pas coûte cher à sécher, de la matière protéique qui n'est pas utilisée pour le beurre. Donc on écrème le lait et on se retrouve avec une matière protéique dont la meilleure façon de l'utiliser, en tout cas de reporter son utilisation dans le temps, c'est le séchage. Et le séchage est très coûteux, donc la filière ne valorise pas toute cette matière protéique. Ça peut aussi être un choix des industriels de ne pas la valoriser. Ça peut coûter moins cher finalement. D'autant que le marché de la poudre bio n'est pas encore très attractif. Donc, je vais passer à la diapo suivante. Donc, à partir finalement de ces différents éléments présentés donc sur les équilibres difficiles pour la filière bio, comment s'adaptent les opérateurs? Eh bien, je vais d'abord revenir sur la gestion des conversions, donc au travers des plans de conversion à moyen long terme. Donc là, ça correspond plutôt à l'évolution pluriannuelle. C'est qu'une conversion, ça prend entre 18 et 24 mois, on va dire. On dira autour de 24 mois pour faire simple, mais les opérateurs doivent anticiper leurs besoins de lait bio. Donc, pour ce faire, ils peuvent accompagner les producteurs avec un accompagnement financier pour la conversion. Il y a souvent des aides à la conversion de l'ordre de 40 euros les 1000 litres. Selon les opérateurs, ça doit se rendre à 50, mais sur les 2 années où la ferme a attaqué la conversion mais ne livre pas encore du lait bio. Après, il y a la sécurisation des contrats. Quand on a des contrats avec d'autres transformateurs ou des distributeurs, on s'assure d'avoir les débouchés. Et puis tout simplement pour gérer ces conversions, ce qui est d'ailleurs ce qui est aussi la source du déséquilibre des fois, c'est on ouvre ou on ferme les vannes. Donc ça renvoie au dessin sur le côté, donc qui est un dessin d'un paysan dessinateur en Aveyron, avec l'image d'un train qui passe. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a plus le train qui passe comme il y a eu en 2015-2016 pour les éleveurs qui veulent se convertir. Alors, par rapport à la question de l'équilibre lié à la saisonnalité, là j'ai pris l'exemple de la régulation des volumes au printemps, donc ce qui est le cas pour Biolay notamment, donc un collecteur qui représente quasiment 30% de la collecte, qui est 100% bio et donc qui ne transforme pas, donc qui ne peut pas se permettre de gérer des périodes d'excédent fort de lait pour maintenir son prix. Et donc Biolay en 2019 et également en 2020, sans qu'il y ait un lien direct avec la crise de la Covid, en ce qui concerne Biolay, régule les volumes au printemps depuis 2 ans, donc lié à la saisonnalité surtout, quoi. Et au fait qu'ils aient accueilli beaucoup de producteurs si on renvoie à l'échelle pluriannuelle. En 2020, ils ont été suivis par d'autres laiteries qui ont également, là plus en lien avec la crise sanitaire, été forcés aussi, on va dire, de répondre à l'appel du CNIEL à modérer les volumes en bio comme en conventionnel. Alors, comment s'adaptent également les opérateurs face à cette évolution de la filière? Il y a le besoin d'explorer les marchés. Évidemment, quand il y a du lait en plus, il faut l'écouler. Et donc là, on diversifie les fabrications. Donc il y a eu des nouveaux arrivants à l'occasion de la dernière vague de conversion. Ça n'a pas été une conversion que des producteurs, mais également de certains transformateurs. Et puis, il y a de l'innovation sur les produits. Et évidemment, il faut se faire sa place dans les rayons. Et de plus en plus, une notion de segmentation qui apparaît avec le besoin de se démarquer aussi. Il y a de plus en plus d'acteurs. Donc, pour explorer le marché, il faut se positionner. Donc, je vais directement te demander de passer à la diapo suivante, qui illustre un peu ces stratégies des opérateurs. Donc, c'est pas pour faire, on n'est pas au supermarché, c'est juste pour dire qu'il y a différentes stratégies. Donc, on voit là des marques qui ont été, si on prend à gauche Savencia et Bell, qui étaient complètement étrangers à la bio jusque-là, ils ont décliné des marques nationales fortes comme Elevir, Cœur de Lion, La Vache qui rit en bio. Ils ont également, là tu peux peut-être présenter l'animation, ils ont créé des marques. Donc il y a plusieurs marques qui ont été créées. Et donc si on prend, en ce qui concerne Bell, ça faisait plusieurs dizaines d'années qu'ils n'avaient pas créé de marque. Et là, ils ont créé une marque spécialement pour le bio, donc pour partir à la conquête de ce marché. Et donc sur la partie plus à droite, sur l'ultra frais, là j'ai mis l'exemple de Danone. Danone qui jusque-là n'avait pas décliné sa propre marque Danone en bio et qui l'a fait plus récemment, donc en 2018.
Donc voilà, on a un appel avec des volumes conséquents à gérer pour la filière désormais. Et ben, il y a des nouveaux produits qui apparaissent. Et donc, peut-être sur le lait liquide que je n'ai pas développé ici, mais il y a aussi un marché qui reste bataillé. Catherine, en ouverture, a bien dit qu'il y avait encore une croissance. Et donc, pour le lait liquide, je dirais même qu'on est passé on est à plus de 10% de part de marché et on est sur un segment, on n'est plus sur un marché de niche, mais on est sur un segment à part entière. Et donc, sur ce segment à part entière, c'est là que se fait peut-être le plus fort le besoin de segmenter avec des offres lait équitable, etc. Donc, dernière diapo, euh, qui se veut être une conclusion et qui va rajouter quand même, pour rappeler qu'avec l'augmentation des volumes des dernières années, la filière aujourd'hui, elle est dans une phase de digestion, des volumes supplémentaires accueillis. Et la digestion, elle passe par la créativité, on va dire, chez les transformateurs pour conquérir le marché. Et puis, elle s'accompagne aussi chez certains opérateurs, notamment ceux qui sont spécialisés en bio et pour qui c'est 100% de leur chiffre d'affaires. Et ben, la préservation des prix, elle passe par la régulation des volumes, notamment en lien avec la saisonnalité. Le déclassement que j'ai évoqué, donc, qui n'est pas que subi, mais qui est aussi un outil pour la filière. Mais il ne faudrait pas que ça dure trop dans le temps. Et puis, alors, bon, je ne vais pas inciter trop là-dessus, mais en fait, depuis cet été, il y a eu un léger essoufflement sur la gamme ultra frais bio en termes de consommation. C'est pas non plus une catastrophe. Et surtout, ce qu'il faut, c'est pour la filière, c'est penser, pas se limiter à un indicateur justement qui montre un essoufflement sur une des gammes, alors que par exemple d'autres gammes comme les fromages sont en croissance. Mais il faut penser à moyen long terme et où là il y a un nouvel équilibre à trouver, c'est-à-dire que là on est en phase de digestion, mais aujourd'hui l'enjeu du renouvellement des générations de producteurs se pose aussi. Et donc, il faut préserver la dynamique sur le long terme pour la filière. Donc voilà, je vais répondre aux questions. Je laisse peut-être Catherine me les poser, comme c'était fait tout à l'heure. Ouais. Merci beaucoup, Benoît. Ça amène beaucoup de questions, en effet. Alors, il y a une question sur laquelle tu as un peu conclu là, par rapport au renouvellement des producteurs, qui rejoint la question là, que pose Patrick. Finalement, quel message? Alors, c'est vrai pour le lait, et après, Jean-François, tu pourras compléter pour la viande, mais on a l'impression qu'il y a une très forte demande du côté consommateur, et tu as parlé de régulation, de doucement sur les conversions. Donc, qu'est-ce qu'on peut transmettre comme message aujourd'hui aux personnes qui voudraient passer en bio, produire plus, être plus productif, voilà, est-ce qu'il y a un signe quand même d'encouragement à la conversion ou pas? En fait, j'aurais quand même temps. Enfin, la réponse est compliquée, mais par exemple sur la question de comment inciter les producteurs à produire à contre-saison, la grille de prix, elle est déjà faite comme ça, mais il y a aussi un enjeu pour les producteurs à préserver. Enfin, le lait produit à l'herbe, ça fait partie du cahier des charges d'un côté, et puis de la façon de fonctionner des fermes bio. Donc finalement, on voit que ça ne change pas tant que ça. Enfin, les, les producteurs n'en sont pas tant incités à décaler. Ils aiment profiter de la période où il y a de l'herbe qui pousse, quitte pour certains à faire de la régulation des volumes, à accepter de produire moins. Ça peut être de passer en monotraite un ou plusieurs jours par semaine pour certains. Ça peut effectivement être quand même une notion plus sur le long terme de décaler les mises bas. Mais aujourd'hui, la question reste quand même de bien utiliser l'herbe aussi, quoi. Donc, pour l'instant, on voit que ça n'a pas changé malgré les grilles de prix qui sont faites pour. On reste sur 28% de la collecte qui se fait le second trimestre, alors qu'en 2019, quand même, il y avait déjà eu un effort, on va dire, des biolets qui avaient réduit leur production au printemps, quoi. Donc voilà, peut-être pas très satisfaisant comme réponse, mais je n'aurais pas mieux. Si, si. Si, si, très bien, merci. Et puis, pour compléter, parce que avant de passer la parole à Ah, Jean-François, quand même, il y a une question qui va en ce sens-là, aussi dans les dynamiques de conversion. Est-ce qu'elles sont, enfin, c'est un peu dur à estimer, mais quelle est la part qui est due aux opérateurs qui impulsent une campagne de conversion, et quelle est la part qui est plutôt due à une volonté des agriculteurs de passer en bio? alors là, c'est vrai que je n'ai pas forcément pris le temps, comme c'était un peu court comme présentation, de le dire, mais en fait, la vague précédente du début de la décennie, donc entre 2009 et 2012, on avait surtout eu des producteurs qui avaient bougé,
Et, euh, et finalement, en termes commerciaux, les innovations, il y en avait eu quelques-unes, mais pas tant. Ça restait encore les marques distributeurs qui tenaient le marché. Et sur la dernière vague de conversion, là, on a eu une arrivée un peu plus forte, plus marquée, avec des grandes marques nationales qui ont décliné une gamme en bio, etc. Donc il y a eu du mouvement des deux côtés. Donc il y a une forme de rééquilibrage, hein, de la volonté de se convertir, on va dire, pour aussi bien à l'amont qu'à l'aval. Euh, donc après, il y a à chaque fois, chaque vague de conversion, elle a été aussi une sorte de répercussion d'une crise du lait conventionnel. Donc le marché du conventionnel va souvent orienter ces conversions, ainsi que la question des accompagnements, enfin, des aides à la conversion. Donc aujourd'hui, enfin, voilà, il y a tous ces déterminants pour qu'il y ait une vague de conversion. Ça a toujours été une crise du conventionnel. Deuxièmement, quand même des aides. Et puis là, plus récemment, on a enfin des acteurs aussi qui sont vraiment moteurs, parce que là, ça s'est quand même généralisé à pas mal d'acteurs, quoi. Et je vois la question aussi la deuxième question de Patrick Vessès sur le message aujourd'hui pour les candidats à la conversion. Aujourd'hui, la filière, comme je l'ai dit, elle est en digestion des volumes accueillis. Le message, c'est sur le long terme, évidemment, il y a beaucoup de laiteries qui continuent d'avoir l'accompagnement, hein, de l'ordre de 40 euros des 1000 litres sur le temps de conversion. Mais ça arrange un peu tout le monde que le flow se soit calmé et qu'on soit plus sur des croissances aussi marquées de 600 producteurs supplémentaires d'une année sur l'autre. Là, on revient à 100 producteurs en plus d'une année sur l'autre. En 2019, par rapport à fin 2018, c'était ça. Alors que 2017 et 2018, en courant d'année, on avait eu beaucoup de monde arriver, quoi. Donc là, aujourd'hui, vous êtes les bienvenus, mais c'est bien si tout le monde n'arrive pas en même temps. Merci Benoît. Deux questions pour Jean-François. Une qui était sur les ovins. Donc tout à l'heure, quand tu as présenté... Enfin, déjà, il y a la même question que celle qui a été posée à Benoît, hein. Quel message pour les candidats à la conversion, y compris en système allaitant? Et puis tout à l'heure, peut-être une question de précision quand tu as parlé des ovins. Est-ce que dans la courbe avec l'agneau de Pâques, enfin, est-ce que cette courbe a une incidence sur les prix? Et est-ce que les agneaux, enfin les carcasses que tu as présentées en agneaux, c'est surtout des agneaux de bergerie? C'est surtout des agneaux de bergerie, dans la mesure où on ne peut pas les finir à l'herbe, quoi. Ça veut dire que l'idéal, ce serait de les finir à l'herbe. Mais on sait que la finition à l'herbe, à un moment donné, elle est plus aléatoire, quoi. Donc, effectivement, on a quand même une part importante de nos agneaux bio qui sont d'agneaux de bergerie, mais pas que. Voilà. Par contre, je n'ai pas le pourcentage, hein, tu vois, ça me fait penser, c'est des choses qu'on ne demande pas, ça. Quel était le pourcentage d'agneaux de bergerie dans la production? Il faudra peut-être qu'on... Voilà. Et puis, sur les prix, de toute façon, moi, je serais tenté de dire, pour compléter Benoît, si la bio, elle en est encore là aujourd'hui, si on a des prix stables, que Patrick, il évoquait tout à l'heure, hein, c'est parce qu'il y a des groupements de producteurs, il y a des producteurs qui se sont pris en main, qui ont créé des groupements de producteurs et qui ont cherché à valoriser leur production. Et à mettre en place des partenariats avec le reste de la filière pour trouver une valorisation. Alors, ça fait bisounours un peu quand je parle comme ça, de trouver deux. Mais n'empêche que c'est ça aujourd'hui qui permet à la production d'avoir des prix stables. Ça veut dire que la question à la conversion, c'est pas de problème pour accueillir des conversions, mais dans ce que dit Benoît, effectivement, au rythme de ce que le développement peut absorber, quoi. Autrement, on va se retrouver dans un schéma classique, hein, où il y a des acteurs qui ne sont pas de la production qui vont décider du développement, et à un moment donné, ça va venir chez les producteurs en disant, messieurs, mesdames, ouais, on peut plus vous payer le lait ce prix-là, on peut plus vous payer la viande ce prix-là, parce que, quoi. Donc la clé dans la question à Patrick, ça, je trouve que c'est primordial, c'est que le producteur qui va se convertir à la bio, il y a un environnement, il y a de la vente directe, il y a un marché, faut absolument qu'il soit impliqué dans cet environnement, quoi. Et que la production, et ça nous, au niveau des organisations de producteurs, dans la filière bio, on voit bien que depuis quelques années, on entend les groupements de producteurs dire on amortit l'arrivée des conversions. C'est-à-dire que la production se développe et les schémas que les producteurs ont mis en place, ils ont du mal à absorber toute cette production. Donc, c'est déjà à la production de se poser la question de l'organisation des groupements qui sont capables, où ils ont une parole
et où ils sont capables de déterminer les stratégies de développement des filières, c'est là qu'ils vont arriver. Et le prix, la réponse sur le prix, elle est liée à ça, quoi. Ça veut dire que si on est impliqué, bah, quelque part, on peut défendre un prix ensemble, quoi. Si on n'est pas impliqué, on peut demander un prix, mais bon, voilà, on peut demander un prix, c'est tout. Pour moi, la réponse, c'est que dire aux producteurs qu'il n'y a pas de problème pour se convertir, mais le problème, c'est de le regarder par rapport au développement du marché. Il faut 6 mois pour ouvrir un nouveau marché en viande bio. Ça veut dire que quand les animaux sont là, bah ok, ils sont là à vendre, mais si on ne le sait pas 1 an et demi avant, eh ben, si on le sait la veille, bah, il faudra quand même 6 mois pour développer un marché. Alors que si on le sait avant, on a la capacité de dire, oh, bah, purée, à tel moment, je vais avoir tant de production, quoi. Et donc, je peux aller voir un client, je peux aller discuter avec lui. Et puis, la saisonnalité des sorties, c'est effectivement des stratégies aussi, des groupements, hein, de dire, il y a des périodes où il y a plus besoin d'animaux, des périodes où il y en a moins besoin. Et effectivement, pour avoir un prix moyen lissé, on a des périodes où on va payer un peu plus, des périodes où on va payer un peu moins. Et toute la stratégie, là, c'est d'avoir une démarche collective autour de ça, quoi. De façon à ce qu'on lisse les choses, que ceux qui font les efforts, eh ben, à un moment donné, ils soient rémunérés, mais qu'aussi les autres, eh ben, qui ne peuvent pas les faire pour diverses raisons, on les mette pas de côté. Moi, je trouve que la question à Patrick, c'est vraiment, faut que la production, elle comprenne ça, quoi. Parce qu'autrement, comme on voit le développement de l'agriculture bio aujourd'hui, on voit bien qu'il y a d'autres opérateurs qui arrivent, qui n'ont pas du tout les mêmes mécaniques que ceux qui ont créé les filières bio, et ça va être compliqué si les productrices et producteurs n'ont pas bien saisi ce message, quoi, et qu'ils ne le portent pas avec leur groupement, avec les filières. Ce qu'on essaie de faire là, qu'on essaie d'expliquer comment ça se passe dans une filière, quoi, que pour payer un bovin à un tel prix, eh ben, il faut trouver une valorisation de l'ensemble des pièces. Voilà.